Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, je vais vous parler du Ricoh Envision Studio Kit, fait pour remplacer les suspensions très onéreuses d'origine des microphones en général, mais surtout efficaces. Et j'en ai entendu parler de partout. Et ce Studio Kit, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a la suspension, qui est donc une lyre, mais en plus, le filtre anti-pop est inclus dedans. Et c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez homogène et de très utilisable immédiatement. Voilà, on voit la boîte avec les spécifications techniques de ce que ça peut éliminer comme rumble, comme fond. Et on va commencer par le déballage. Alors en fait, il se constitue en deux boîtes. On l'aurait deviné, la première contenant la suspension elle-même, avec des lyres et pas des élastiques. Mais on va en reparler tout à l'heure. Et puis l'autre moitié de la boîte est en fait le filtre anti-pop avec, on verra aussi tout à l'heure, un filtre anti-pop de rechange. Alors là, on voit la suspension qui est en fait la lyre de chez Ricoh et fournie avec, vissé dans le carton, l'adaptateur 5/8 et vers 3/8 pour aller de manière universelle sur tous les pieds de micro et bras les bras de bureau par exemple pour mettre et suspendre votre micro. Voilà le couvert de la boîte. Et puis ici on découvre maintenant la suspension avec ses 4 vis et la lyre avec son articulation au bout. Alors ce que je trouve intéressant, ce sont les caoutchoucs qui sont en fait les patins en élastomère qui sont au bout des vis. Très belle présentation, très belle qualité de fabrication. Voilà, moulage, rien à dire, pas de bavure ou autre. C'est vraiment du propre. On sent la qualité tout en restant léger. Voilà, en fait, le pas de vis, 3/8 qui est ici, on voit avec l'adaptateur. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils auraient pu faire l'économie, comme aujourd'hui, c'est la mode avec les cartes son qui sont livrées, mais sans le câble USB. Eh bien là, ils n'ont pas fait cette impasse avec l'adaptateur, par analogie. Ici, on voit le bloc, ce qui peut servir à coincer le câble et donc à arrêter les bruits, hein, les bruits de manipulation du câble. Et là, la suspension elle-même. Donc, si j'appuie sur les tiges, on s'aperçoit que voilà, ça slide des côtés. Et je comprenais pas vraiment pourquoi Ricoh faisait tout un plat et pourquoi beaucoup de personnes encensaient ce produit en disant c'est une super suspension, etc. Moi, je pensais que c'était uniquement par rapport à l'universalité de cette suspension. Et en réalité, non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que, au-delà du fait qu'elle s'adapte à quasiment tous les micros, que c'est vraiment universel, eh bien, une lyre est aussi... alors, je passe rapidement sur l'articulation, je peux vous dire qu'elle est solide. On y reviendra aussi tout à l'heure. Donc, je disais que pourquoi on fait tout un pataquès autour de cette lyre, de ce Universal Kit Shock Mount USM de chez Ricoh? Eh bien parce que, pour le coup, ils ont trouvé une façon très originale de ne pas utiliser d'élastique, comme c'est souvent le cas. Bon alors, une fois qu'on a fait déballer en fait la suspension, on va faire le tour, il faut retourner la boîte, cette fois en tête bêche qu'il faut retourner pour avoir le filtre anti-pop. Et voici le filtre anti-pop. Par rapport aux photos que j'avais aperçues du produit, un petit peu coincé, je galère un peu, mais je vais finir par le sortir. Je pensais qu'il était rond. Et en fait, non, il est vraiment oblique. C'est pour ça qu'il a parté oblique. Mais je pensais que c'était la prise de vue en perspective de la photographie qui le rendait oblique. En réalité, non. Il est vraiment oblique et il fait face au micro de manière bombée. Euh, on le voit, donc là, beaucoup de suspensions, enfin de filtres anti-pop sont soit en nylon, soit en filtre métal, en treillis de métal très fin, hein, en, je dirais en fil d'acier. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est en fait une espèce d'agrégat de mousse plastique qui est assez épaisse quand même et qui, à mon avis, est une solution bien, comment dire, bien plus efficace que le simple nylon ou les filtres pop-up en métal. Alors c'est amovible, on voit qu'en fait une autre mousse est livrée avec, facilement détachable, et on peut la remplacer, la nettoyer, la laver, la rincer, si vous avez fait des séances de chant avec d'autres personnes qui ont trop postillonné dessus, ou simplement nettoyer par rapport
à la poussière. Donc ça se replace en un tour de main. Alors celle que j'ai reçue là avec, elle a pris un mauvais pli à l'intérieur de la boîte. On voit les encoches, hein, pour bien le placer dans le filtre pop-up. Il y a 2 encoches au-dessus et en dessous. Et ensuite de multiples à l'aise sur les côtés inférieurs, supérieurs, en fait des 2 faces pour retenir à l'arrière comme à l'avant le filtre anti-pop. Et on va le voir tout à l'heure, l'épaisseur en fait est assez conséquente. Donc souvent les filtres anti-pop efficaces ont souvent 2 membranes. Vous avez une membrane immédiate sur laquelle les premières plosives sont filtrées, et puis derrière la seconde couche de nylon permet de tuer le peu de plosives qui resterait avant d'atteindre la capsule. Eh bien, sans essayer, je vois que l'épaisseur et le nombre d'obstacles minuscules, infinitésimales que le son a à traverser, va devoir traverser, on va voir que finalement cette mousse est quand même épaisse. Regardez un petit peu. Alors tout à l'heure je ferai une mesure, mais à l'œil nu comme ça, je dirais que ça fait 1 centimètre d'épaisseur. L'épaisseur si vous voulez, d'une toile de nylon, ça doit être la mesure d'un cheveu, quoi. Et là, c'est pas le cas. Donc, avant de traverser ça, je suis persuadé, avant même, quels que soient les tests, je suis persuadé de l'efficacité de ce filtre anti-pop. Donc, pour ça, voyez ici, je mesure en largeur 12 cm et demi, 1 cm d'épaisseur. On va le voir, hein, voilà, ici. Donc, 15 cm en hauteur, au plus haut, et puis 12 cm et demi à peu près de largeur pour une épaisseur, comme je le disais tout à l'heure, à vue d'œil, et j'ai bien fait, eh bien 1 cm d'épaisseur, ce qui est quand même conséquent pour filtrer les antipop. Donc je ne doute aucunement de son efficacité maintenant. Bon, là je vous montre mon Neumann U89, qui est plus petit qu'un U87, et on va en parler. Et on voit que on peut précisément positionner le micro à l'intérieur et visser. Alors, vous allez voir que finalement, la vis à l'arrière, je vais la reculer au maximum pour visser la vis de devant. Donc on peut comme ça reculer le micro en fond de suspension pour gérer la distance entre la capsule et le filtre pop-up. Puisque malheureusement, le filtre pop-up, ce qui lui est reproché à ce kit, c'est qu'on ne peut pas gérer la distance. Or, d'une certaine façon, si, puisque quand on visse la vis frontale, la vis de devant, pour caler le micro, on peut le caler bien en fond, comme je le fais là. Je le visse pour vraiment caler le micro vers le fond. Et de cette manière, reculer au maximum le micro du filtre pop-up qui va être placé à l'avant. Donc, alors, je ne peux pas, à travers cette review, vous faire ressentir la solidité et surtout la stabilité du système, mais je peux vous dire que c'est solide et que le micro ne risque pas de s'échapper. Donc là, en vue d'avion, on va voir que je veux l'aligner sur les 2 vis latérales qui me donnent une sorte de diamètre de ligne de conduite. Vous voyez, là, c'est parfaitement aligné. J'ai à peine tourné un peu le micro et je sais que je suis pile poil en face. On voit là la longueur de la vis avant et le fait que la vis arrière est plus courte, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour gérer la distance de la capsule et du filtre anti-pop. Alors là, je fixe le filtre anti-pop. Je le fixe dessus. Là, pareil, j'ai un guide, c'est la vis de devant qui me donne un alignement parfait entre le positionnement du filtre anti-pop pour être dans l'axe de la capsule du micro. Et là, évidemment, j'ai géré la distance tout à l'heure, comme je vous ai dit, en exagérant la vis de devant. Là, je m'aperçois, j'ai la surprise de voir que finalement, avec un cran que l'on sent passer, il y a une sorte de cran d'arrêt, on peut positionner le filtre anti-pop, le anti-pop, le positionner en haut ou à 180 degrés vers le bas. Tout ça parce que le micro, on peut tout simplement retourner la suspension et du coup, la suspension entièrement, elle se retournera avec le filtre anti-pop, mais si on veut mettre le micro par en dessous, on n'a qu'à pivoter le filtre anti-pop et la capsule sera la tête vers le bas et on pourra aussi s'en servir de cette manière. Alors l'intérêt d'une lyre, le fait que ce ne soit pas des élastiques, c'est tout simplement que Ricode garantit en fait sa capsule, son shock mount par exemple, sa suspension 25 ans. Et 25 ans, c'est pas rien. Alors pourquoi ils peuvent se permettre cette prouesse ?
qui n'est pas que commercial, c'est aussi une forme de certitude. Parce que dans l'histoire, il faut se dire que les élastiques, à un moment donné, prennent du lest et doivent être remplacés. Là, dans le cas, pour le kit USM de chez Ricotte, étant donné que c'est une lyre avec du plastique dur, enfin du plastique avec une certaine mollesse, une certaine élasticité, ce plastique-là ne fatigue pas de la même manière que les élastiques. Les élastiques, il faut les changer régulièrement. Surtout si vous laissez en permanence vos micros en suspension. J'ai la suspension du Neumann U89 original qui coûte juste une fortune. Heureusement, moi, c'était avec. Mais à part, on les paye dans les 300 €, ce qui est juste très abusif, surtout pour une simple suspension. Là, pour le coup, c'est vraiment une suspension qui permet d'adjoindre n'importe quel microphone dessus. Donc cet aspect très universel m'a beaucoup plu à la base. Parce qu'ayant moi-même plusieurs micros, eh bien, ça me permet, avec une suspension, de changer de micro lors de mes sessions, sans être obligé à chaque fois de tout dévisser à partir du bras attenant du studio. Eh bien, je peux, en gardant la même suspension, changer simplement de micro. Ce kit, donc avec ces lyres, évite de changer les élastiques, parce que cette lyre, on va dire, le plastique a une sorte de mémoire de forme qui fait qu'il est indéformable. Voilà pourquoi Ricotte les garantissent 25 ans. Donc c'est un investissement à très long terme, voire à très long terme, et qui en vaut vraiment la peine. Alors, il est dit quand même sur les forums, que cette suspension est un chouïa moins efficace que celles qui sont aux élastiques. C'est vrai qu'on est un peu dans le principe des voitures. Au départ, souvenez-vous-en, dans les années 70 et 80, on pensait que plus une voiture était dure et solide, et mieux elle protégeait ses occupants. Or, on s'aperçoit que finalement, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire, puisque une voiture, plus elle est, entre guillemets, molle, plus elle va absorber les chocs, un peu comme une éponge, et toutes ces forces G, toute cette puissance que la caisse, de manière calculée, préformatée pour se briser, pour se replier sur elle-même, en laissant l'espace de survie de l'habitacle du conducteur et des passagers intact, eh bien, tout cet espace, s'il se déforme à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, appuyé par les airbags et tous ces systèmes de sécurité tampons, entre guillemets, eh bien, permettent d'absorber toute la force cinétique. Et donc, cette force cinétique n'est pas transmise aux passagers, ce qui les protège. Eh bien, de la même manière, il est vrai que les élastiques, ils sont beaucoup plus mous que ces lyres-là. Malgré leur souplesse, les élastiques sur la suspension originelle ont plus de souplesse que ça. Il faut moins de pression pour qu'elle se torde. Donc évidemment, elle est moins efficace en termes d'élimination de bruit. Mais elle en élimine suffisamment pour qu'on puisse... C'est un compromis en réalité, voilà. Les élastiques, c'est plus efficace, les suspensions originales, sauf qu'elles ont tendance à se fatiguer, il faut les changer. Celle-ci, on va être honnête, c'est certainement moins efficace. C'est physique, hein, on n'y peut rien. C'est comme ça parce que la suspension est plus dure, donc elle absorbe moins les chocs, elle est moins molle. Mais à côté de ça, on n'a plus à se soucier premier avantage, de changer les élastiques, c'est à vie. À 25 ans, un quart de siècle, on fait 2 montures comme ça dans une carrière, et puis c'est terminé. Et surtout, le second avantage très important, c'est qu'il est universel et on peut mettre plusieurs types de micros dessus. Ça va de, je crois, 18 mm à 55 mm en termes de diamètre, de largeur de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors le U89 est un peu plus petit en termes de diamètre que le U87. Et bon, le U87, je ne l'ai pas aujourd'hui puisque je l'ai envoyé en révision. Et ce qui se passe, c'est que je suis allé voir sur le site de Neumann et le U87 fait 56 mm de diamètre, contre 55 limite ici. Alors je me suis dit, aïe, ça va pas aller. Pourtant, je ne sais plus où, je crois dans les avis des clients de chez Neumann, un gars a simplement posté, bah oui, mais moi ça tombe bien, ça va super bien sur mon U87. Je me suis dit comment c'est possible. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est normal. Il se trouve que les micros studio sont souvent comme ça, en trapèze. Le cône, en fait, diamètre est gros en haut, au niveau de la base de la grille du microphone, et part
un peu de manière effilée. Et les Neumann n'échappent pas à la règle. Donc, finalement, ce n'est pas tellement que le U89 soit plus fin. Le U87 a beau être plus gros et a beau faire 56 mm, on ne met pas le niveau de la grille, juste la grille qui dépasse ici. On met un peu de corps. Et au moment où le 56 mm est mesuré, c'est vraiment au plus gros du diamètre, donc tout en haut de la grille. Le corps étant effilé, eh bien, on met en général le micro à mi-chemin entre la longueur de son corps. On laisse dépasser un peu en bas pour pouvoir plugger l'XLR en dessous, et on laisse dépasser en haut largement le corps en laissant surplombant la grille par-dessus. Donc en réalité, il couvre, étant donné que les 56 mm du 87 sont tout en haut, eh bien au milieu du corps, le diamètre est bien inférieur, ce qui fait que ça rentre dedans. Alors ne vous méprenez pas, il y a deux modèles, il y a l'USM simple et il y a l'USM L. Le L a un diamètre qui part de 30 mm, je crois, jusqu'à 65. Alors, il est un peu plus cher et beaucoup de gens pourraient être tentés de prendre la version L comme large parce que le U87 fait 56 mm, celui-ci est capable d'ouvrir jusqu'à 55, donc le U87 ne rentrera pas. Eh bien non, c'est faux. Voilà. Donc preuve, il y a eu des utilisateurs qui ont pris la version simple et pas la version L qui ouvre jusqu'à 65 mm. Ils ont pris la version maxi 55 mm de diamètre, et les U87 vont parfaitement dessus. Au niveau de la robustesse, ici, je le disais dans la démonstration, quand vous serrez, c'est vraiment un robinet ultra solide. Je peux vous dire que, quel que soit le poids du micro, ça ne branchera pas. Voilà, je regrette pas mon achat, c'est une super suspension et je n'ai plus à me soucier des élastiques. Ceux du Neumann original, les élastiques commençaient à fatiguer. J'avais le choix soit de remplacer les élastiques de la suspension d'origine du 89, soit me payer une nouvelle suspension, et c'est le choix que j'ai fait pour être tranquille. Et par la même occasion, un filtre pop-up, j'hésitais surtout entre les versions nylon avec double paroi, etc., ou version métal. Certains sont pour, certains sont contre. Et là, c'est ni l'un ni l'autre, puisque Ricot propose donc en fait un système très ingénieux de matière plastique micro-billes qui permet de créer des turbulences, le tout sur 1 cm d'épaisseur. C'est assez unique. C'est vraiment une mousse, on voit à travers, hein, c'est vraiment très aéré. Donc je pense qu'au niveau de la transparence du son, il n'a rien à envier ni en filtre anti-pop nylon, ni à ceux qui sont en métal tressé. Voilà, donc ça va être bien parce que ça va permettre une suspension pour plein de micros, qui soient carrés, ronds ou même triangulaires, si ça me chante. Merci et au revoir à tous les handicapés des reviews.